I give you facts. Don't give They are me not facts. What facts? They are fucking facts! What facts? Fuck you! Facts! Fuck you! Dans The Master, il se passe quelque chose d'inédit dans l'histoire du cinéma. Sans exagérer, deux des plus grandes performances de tous les temps se rencontrent. Et ce qui naît de là est un duel d'acteurs absolument impossible à surpasser. Ce n'est pas simplement un bon casting, ni un film bien réalisé. C'est un choc de forces irrépétible. Joaquin Phoenix, transformé en animal blessé, imprévisible et débordant, un suiveur désespéré en quête de direction, face à Philip Seymour Hoffman, leader charismatique inspiré du fondateur de la scientologie, maître absolu du calme, de la manipulation et du charisme. Deux styles complètement opposés qui, au lieu de s'annuler, se renforcent jusqu'à atteindre une intensité presque insoutenable. Le résultat est un spectacle qui transcende le concept même de jeu d'acteur. C'est bien plus que deux interprètes suivant un scénario. C'est une confrontation réelle, brute, entre deux présences qui semblent plus grandes que l'écran lui-même. Phoenix incarne la vulnérabilité la plus extrême, un corps tordu qui supporte à peine la rage et la douleur. Hoffman est l'exact opposé, un homme qui domine par la parole, qui impose l'ordre et l'autorité rien qu'en ouvrant la bouche. Quand ils se croisent, ce qui surgit ne peut être ni répété ni planifié. C'est une explosion de vie à l'état pur. Pendant 2h30, The Master, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du siècle, devient un champ de bataille émotionnel. Avec sa photographie en 70 mm et son atmosphère hypnotique, Anderson transforme chaque plan en une expérience presque religieuse. Un portrait cru, humain, extrême, presque animal. Car ce que Hoffman et Phoenix construisent ici n'est pas un simple duel d'acteurs. C'est la représentation ultime de ce que le cinéma peut être. Pour comprendre pourquoi ce duel est insurpassable, il faut d'abord redécouvrir ceux qui, jusque-là, avaient posé les bases. Ceux qui ont créé le terrain afin que, en 2012, Paul Thomas Anderson confronte Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman dans le duel le plus légendaire de tous les temps. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. En 1995, Robert De Niro et Al Pacino se sont retrouvés pour la première fois à l'écran. Et de cette rencontre est né l'un des duels d'acteurs les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Pacino est un détective obsédé, imprévisible, consumé par sa propre intensité. De Niro, un criminel calculateur, froid, qui semble dominer le silence. Dans Heat, Michael Mann les affronte comme deux âmes opposées, destinées à se reconnaître au milieu du chaos. Ce fut le premier grand miroir entre contrôle et débordement. Le moment où deux légendes du cinéma se sont regardées face à face. Mais, aussi intense que fut ce choc, The Master porterait, des années plus tard, cet équilibre entre la retenue et le chaos, à un niveau encore plus profond. En 1962, Bette Davis et Joan Crawford ont poussé leur rivalité au-delà de l'écran dans « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Deux légendes opposées, non seulement par leur personnage, mais par une haine réelle qui transformait chaque regard en arme. Davis jouait une star décadente, infantile et cruelle. Crawford, sa sœur, victime d'années de ressentiment. Ce qui s'est produit entre elles fut du pur venin transformé en art. Ce duel n'était pas joué, il se ressentait. Mais si Baby Jane représentait la guerre ouverte de l'ego, The Master transformerait ce conflit en quelque chose de plus profond. Une bataille de l'âme. Do you accept Jesus Christ as your Savior? Yes, I do. Dans There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, également réalisateur de The Master, filma ce qui était jusque-là le plus grand duel d'acteurs jamais vu. Daniel Day-Lewis offrit ce qui est pour moi la meilleure performance de l'histoire. Un rôle extrême, monstrueux, qui l'a entièrement consumé. Face à lui, Paul Dano incarnait un fanatique religieux, osant le défier sur son propre terrain spirituel. Le choc entre eux était brutal, presque biblique. L'ambition contre la foi, le pouvoir contre la culpabilité. Mais, dans ce cas, Day-Lewis dévore l'écran, et sa force emporte tout autour de lui, surpassant largement Paul Dano. Ce que nous verrions plus tard dans The Master serait le duel définitif. Joaquin Phoenix dans la performance la plus déchirante de sa carrière et Philip Seymour Hoffman dans une interprétation absolument parfaite.
C'est pourquoi nous allons maintenant analyser ces deux rôles et comprendre comment ils ont donné forme au plus grand duel jamais filmé. I told her I'd come back and I never went back and now I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. Why don't you go back? I don't know! Il y a des acteurs qui jouent et d'autres qui semblent arracher quelque chose d'eux-mêmes pour le laisser sur l'écran. Joaquin Phoenix, dans The Master, appartient à cette seconde catégorie. Son travail n'a pas été technique ni calculé. Ce fut un abandon total, douloureux, qui l'a conduit à déformer son corps et à vivre à la limite même en dehors du tournage. Dès la première scène, on comprend que Freddie Quell n'est pas un homme ordinaire. You gotta get rid of crabs. You gotta shave one testicle. You gotta light the hair on fire on that one. When they all go scurrying out, you take a nice pick and you fucking stab every single one. On le voit sur la plage, ivre, fabriquant des cocktails toxiques avec n'importe quel liquide, se masturbant et faisant l'amour avec le sable. Phoenix se présente comme un être blessé, un vétéran de guerre incapable de s'intégrer dans la société. Ce début fixe déjà le ton. Nous sommes face à quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un capable de tout. La transformation physique est brutale. Phoenix a maigri jusqu'aux os, a courbé le dos comme s'il portait un poids invisible et a serré la mâchoire jusqu'à se déformer. Son corps parle avant sa voix. Épaules affaissées, démarches tordues, gestes brusques qui semblent être des explosions de rage contenue. Quand Freddy entre en contact avec Lancaster Dodd, l'animalité de Phoenix atteint un nouveau niveau. Ses gestes sont ceux d'un chien sauvage qui soudain trouve un maître. Il s'accroche à lui avec une dévotion aveugle, cherchant chez ce leader un sens qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Dans les scènes de processing, Phoenix se laisse aller à des extrêmes presque inhumains. Il rit, pleure, se frappe lui-même. Il est impossible de savoir s'il joue ou s'il a réellement perdu le contrôle. Le plus troublant, c'est que cette physicalité ne s'arrêtait pas à la caméra. En dehors du plateau, Phoenix restait dans le même état. Il était imprévisible, irascible, parfois dangereux. Paul Thomas Anderson et Philip Seymour Hoffman racontaient qu'ils ne savaient jamais exactement ce qu'il allait faire dans une prise. Il pouvait se jeter contre un mur, briser un objet ou hurler sans prévenir. Au fil du film, Phoenix pousse cette animalité jusqu'à la limite. Dans la scène de la prison, il explose comme une bête en cage. Il crie, se frappe, détruit la cellule, avec une énergie semblant venir d'un lieu incontrôlable. C'est le moment où le jeu se confond avec la réalité, où l'on craint que Phoenix ne se blesse réellement. Et pourtant, au milieu de cette violence, il y a une vulnérabilité bouleversante. Quand il regarde Hoffman, on ne voit pas seulement la rage, on voit la détresse enfantine de quelqu'un qui implore l'amour. Ce contraste rend son interprétation unique. Cela pourrait sembler du chaos pur, mais Phoenix trouve toujours la nuance humaine derrière chaque explosion. Il n'incarne pas un monstre. Il incarne un enfant perdu dans un corps déformé par la douleur. Et cette dualité, la bête et l'enfant, le prédateur et la victime, fait de lui l'un des personnages les plus complexes jamais filmés. Et pourtant, le plus étonnant, c'est que Phoenix n'est pas le meilleur acteur de ce film. Il rugit, il saigne. Mais Hoffman bouge à peine, et malgré cela, sa présence dévore tout. You seem to know the answers to your questions. Why do you ask? I'm sorry you're unwilling to defend your beliefs in any kind of rational Oh, way. if you already know the answers to your questions, then why ask? Pig fuck! Dès sa première apparition, Philip Seymour Hoffman impose un magnétisme d'un tout autre genre. Tandis que Freddie Quell est pur instinct, Lancaster Dodd est le contrôle absolu. Dans leur première scène ensemble, sur le bateau, un verre à la main, Hoffman n'a rien besoin de faire pour dominer le plan, malgré sa robe de chambre. Sa voix, son sourire et sa sérénité suffisent. C'est le calme avant la tempête. Et pourtant, derrière cette façade de sécurité, on devine déjà quelque chose de malsain, quelque chose sur le point de se fissurer. En dehors du plateau, Hoffman s'est préparé comme un véritable prédicateur. Il étudiait comment parlaient les leaders charismatiques, comment ils respiraient avant de parler, comment ils utilisèrent le silence pour manipuler. Paul Thomas Anderson disait qu'il n'avait pas besoin de le diriger. Philip savait exactement qui était Lancaster Dodd dès la première lecture. Il n'interprétait pas un méchant, mais un homme qui croit réellement en son pouvoir, en sa capacité à sauver les autres. À l'écran, Hoffman transforme chaque mot en hypnose. Il parle avec une cadence religieuse, modulant sa voix comme s'il prononçait un sermon. Quand il sourit, il semble offrir l'amour. Quand il se met en colère, son autorité devient divine. Dans la séquence du processing, son contrôle absolu contraste avec la fureur de Phoenix. Pendant que Freddy se tord, Hoffman l'observe sans cligner des yeux,
maintenant son calme jusqu'à ce que le silence devienne insupportable. C'est l'un de ces moments où l'on comprend que le véritable pouvoir appartient à celui qui ne bouge pas. Tout au long du film, Hoffman construit Dodd comme un homme qui a besoin de croire à son propre mensonge. Chaque discours, chaque regard vers sa femme, chaque geste paternel envers Freddy est une tentative désespérée de maintenir en vie une foi qui lui échappe entre les doigts. Cette dualité entre leader et imposteur le rend fascinant. Hoffman ne cherchait jamais l'applaudissement. Sur le tournage, il traitait Phoenix avec un mélange de respect et de retenue. Il savait que son partenaire était dans un état imprévisible, et au lieu d'essayer d'égaler son intensité, il décida d'être le mur contre lequel ce chaos rebondirait. Paul Thomas Anderson racontait que le contraste entre eux devint réel. Phoenix improvisait, criait, bougeait sans prévenir. Hoffman restait immobile, attendant. Cette tension entre improvisation et maîtrise est l'essence même du duel. Le moment où Dodd perd son sang-froid lorsqu'il crie sur quelqu'un qui ose le contredire est dévastateur parce qu'il survient après tant de contrôle. Hoffman comprend le pouvoir de la pause, du silence avant l'explosion. Et quand il finit par éclater, le poids émotionnel est accablant. Il ne crie pas par haine, mais par peur de perdre son rôle de Dieu. Au fur et à mesure, Hoffman commence à parler comme un homme qui sait que sa foi s'effondre, mais qui doit faire semblant d'y croire encore. Mais tout cela n'était qu'une préparation. Car voici venir le choc final, Phoenix contre Hoffman. Le chaos contre l'ordre. Le plus grand duel de l'histoire du cinéma. I'm done. You're fucking lazy. No, you make shit. You're fucking lazy. I make shit up. Family hate you. Oh, your son hates you. Oh, they do. Who fucking likes you? Dès le premier instant où Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman se croisent, on sent que quelque chose d'inhabituel est sur le point de se produire. Ce n'est pas une simple rencontre entre personnages, c'est la collision de deux forces qui ne peuvent coexister. Phoenix entre dans le cadre comme une bête désorientée, tremblant entre obéissance et fureur. Hoffman, au contraire, ressemble à un dieu observant calmement sa créature. Dans cette première conversation, leurs regards se mesurent comme si chaque silence était un coup de feu. Et puis, dans la scène du processing, Paul Thomas Anderson les place face à face, sans artifice, sans distraction. Deux corps, deux respirations, deux façons opposées d'exister. Phoenix se tord, rit, pleure, se transforme. Hoffman le regarde avec une sérénité hypnotique, mesurant chaque pose comme un coup, répétant les questions avec une précision presque inhumaine pour le briser psychologiquement. Aucun cut, aucune musique. Seulement la caméra fixe et le temps suspendu entre eux. Do you regret this? No. Where's your mother? I don't know, Louis. Infringement. Pendant près de 10 minutes, le pouvoir change de main à chaque seconde. Phoenix semble s'effondrer, mais Hoffman ne cède pas. Il le domine par la voix, par le calme, par le contrôle absolu. Ce qui devait être une simple scène devient une expérience physique, réelle, où il est impossible de distinguer le jeu de la vérité. Après cela, tout ce qu'ils partagent est une guerre silencieuse. Dans chaque regard, il y a méfiance, foi, désir et haine à la fois. Lors du dîner, quand quelqu'un ose remettre Dodd en question, Hoffman perd le contrôle. Le sourire se brise, le ton change, et pour la première fois, on voit le fanatique derrière le leader. Phoenix l'observe, presque avec compassion, comme s'il comprenait que son maître est lui aussi brisé. Le point de non-retour arrive dans la prison. Phoenix se jette contre les barreaux, crie, saigne, s'autodétruit. Hoffman lui fait face sans bouger, lançant chaque mot comme un couteau. Sur le tournage, cette scène fut une guerre réelle. Anderson laissa les caméras tourner sans couper pendant de longues minutes, laissant la tension devenir insoutenable. Your spirit was free. Moving from body to the next body. Free. Free for a moment. Phoenix perdit la voix à force de crier, et Hoffman, qui improvisait rarement, finit par l'insulter pour de vrai, afin de maintenir l'énergie. Quand Anderson cria « Coupez !», personne ne bougea. Le silence sur le plateau fut absolu. C'était comme si tous avaient assisté à quelque chose qui ne devait jamais se reproduire. Le climax arrive lors des retrouvailles finales. Hoffman chante « Slow Boat to China » d'une voix tremblante. Phoenix l'écoute, immobile, avec une tristesse impossible à feindre. Dodd tente de reprendre le pouvoir, mais il ne l'a plus. Phoenix sourit,
tendrement, presque avec compassion. Le disciple n'a plus besoin du maître. Ce qui reste, ce n'est ni la rage ni la soumission, mais quelque chose de plus humain, l'amour et la perte. Cet instant résume tout le duel. Hoffman représente le contrôle, la parole, l'esprit. Phoenix incarne le chaos, l'instinct, la chair. Quand ils se rencontrent, le cinéma atteint quelque chose qui transcende le jeu d'acteur. Il n'y a ni artifice, ni ego, ni trucage. Seulement deux hommes affrontant leur vérité devant la caméra. Hoffman parle comme un homme qui sait que sa foi s'écroule, mais qui doit faire semblant d'y croire encore. Phoenix se brise, car la seule chose qui donnait un sens à sa vie disparaît. C'est l'un des adieux les plus bouleversants du cinéma. Le faux prophète disant adieu à son unique véritable disciple. Dans ce duel, il n'y eut pas de vainqueur, car pendant quelques minutes, le cinéma atteignit son point culminant. Nous n'avons pas vu deux acteurs faire semblant, nous avons vu deux âmes se mettre à nu devant la caméra, et à cet instant, The Master cessa d'être un film, pour devenir de l'histoire. Il existe des duels d'acteurs impressionnants, mais The Master appartient à une autre catégorie. Ce n'est pas seulement du talent, ni de l'intensité, c'est une synchronie impossible. Phoenix et Hoffman se poussent mutuellement jusqu'à la limite. Paul Thomas Anderson a créé le décor, mais ce qui s'est passé devant la caméra n'appartenait plus à personne. Ce fut un moment insurpassable, deux génies s'exposant sans bouclier, sans ego, sans peur du ridicule. À une époque où tout semble calculé, The Master reste une expérience vivante, sauvage, dangereuse. Il y a une ironie tragique dans tout cela. Hoffman, l'homme qui incarnait le faux prophète, est mort peu après, laissant derrière lui un vide impossible à combler. Sa dernière grande performance ressemble presque à un adieu, la voix de quelqu'un qui savait déjà que sa foi s'effondrait. Phoenix, au contraire, a survécu à son propre enfer, et cette différence les unit encore davantage. Le chaos et la lucidité, celui qui est tombé et celui qui est resté pour s'en souvenir. Mais il y a quelque chose qu'ils partagent. En 2012, ils ont offert deux des plus grandes performances de toute l'histoire du cinéma. C'est peut-être pour cela que ce duel est insurpassable. Parce que ce n'était pas du jeu, c'était la vie et la mort devant une caméra. Et depuis, personne n'est jamais allé aussi loin. Et toi, qu'en penses-tu ? Existe-t-il un autre duel d'acteurs qui puisse se comparer à celui-ci ? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et de jeter un œil au reste de mes vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Letterboxd pour mieux me connaître. À très bientôt.